Alors bonjour, on accueille aujourd'hui Florie Lefebvre et Lynn Rodien qui sont de l'association Agena 80 qui travaille donc dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette interview, elle s'inscrit dans une série de podcasts qu'on réalise sur la thématique J'ai le droit d'être une femme. Voilà, donc je suis avec Thierry. Bonjour à tous. Et donc je vais laisser la parole à Thierry pour commencer. Alors aujourd'hui, on va commencer par la présentation de l'association Agena. Alors pouvez-vous vous présenter ainsi que votre association Agena 80 et ses principales missions? Alors bonjour, donc moi tout d'abord je suis Lynn Rodien, donc éducatrice spécialisée au sein de l'association Agena depuis quelques années. Alors Agena c'est Agena, pas Agena 80, on a la chance de n'exister que sur notre département. Ok. Un jour peut-être il y aura Agena national, mais pour le moment on est uniquement sur le département de la Somme. Et nos principales missions, alors si jamais je pouvais les expliciter de façon un peu claire, déjà on a un espèce de slogan qui nous caractérise, qui sont des lieux pour penser, AN, et repenser, donc EN, sa vie. Notre objectif, en fait, c'est d'accueillir des femmes, seules ou avec enfants, qui sont victimes de violences, en général. Dans un espèce de projet qui est d'abord l'accueil, forcément l'urgence, à savoir la mise en protection de la personne. Pour ce faire, pour cette mise en protection, pour qu'elle soit efficiente, il faut forcément qu'il y ait une vision autour de l'accompagnement de la personne. Un des axes d'accompagnement, c'est la question des hébergements. Bien évidemment, après, toute mise en protection est une fin, donc on travaille également l'orientation. Voilà. Donc on aura l'occasion justement de développer un petit peu ces points à travers les différentes approches qu'on va vous proposer. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler donc du public en fait que vous accompagnez, le nombre de personnes à peu près que vous accueillez par an? Alors, si vous avez un ordre d'idée à nous donner. Ouais, à peu près 3000 personnes par an, à peu près. Grosso modo, je dirais, tous services confondus. On accompagne des femmes, des enfants, des jeunes filles, mais aussi des hommes. Voilà. Okay. C'est vraiment un public mixte. Et c'est une association en fait qui a 50 ans cette année. Ouais. Si mes sources sont bonnes, parce que j'ai regardé l'association créée en 76, compte juste. Il y a quand même dû y avoir pas mal d'évolutions. Est-ce que vous avez un petit mot à nous dire sur son parcours, l'association? Là, l'association, elle est maintenant structurée autour de 4 domaines d'intervention, qui sont donc la petite enfance, la protection de l'enfance, le logement adapté, l'hébergement, l'insertion, et la prévention et donc la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui est aussi un pôle à part entier, duquel nous faisons partie, toutes deux, ici présentes avec vous. L'évolution, c'est en fait, on pourrait dire que l'association, elle a évolué au fil des besoins remarqués dans l'accompagnement des femmes que nous avons accueillies. C'est un peu comme le droit, en fait. C'est-à-dire que c'est pas venu de nulle part, c'est venu d'un constat d'une personne, de ses besoins. Elle n'était pas seule, elle avait des enfants, donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place autour de ses enfants? Elle était en danger, donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour la protéger? Elle avait besoin de travailler, donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place autour de l'accompagnement à l'emploi, etc., etc. Et je pense que l'association, elle s'est étoffée comme ça aujourd'hui pour compter plus d'une centaine de salariés et d'avoir ces 4 domaines d'activité avec de nombreux services. Voilà, plus d'une dizaine de services. Elle couvre tout le territoire de la Somme? Tout à fait, oui. Ouais, complètement. On peut vous retrouver un petit peu partout. En fait. On peut nous retrouver partout parce qu'on a des missions particulières qui sont... soit les hébergements sont sur l'ensemble du territoire, donc autant en milieu rural qu'en milieu urbain. Et puis on a des équipes mobiles d'action, que ce soit dans le cadre de l'accompagnement à l'insertion professionnelle ou à la protection. Ouais. Donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Finalement, on va essayer de comprendre quand vous accueillez une victime, comment ça se passe, en fait, comment se déroule le premier contact. Est-ce que majoritairement ce sont des appels? Est-ce que c'est en présentiel? Est-ce que la personne vient vous rencontrer? Voilà, comment vous faites un petit peu pour comprendre votre travail? Alors bonjour, moi c'est Florie Lefebvre, donc je suis de formation assistante de service social sur l'association Agena depuis plusieurs années. Alors effectivement, on a plusieurs possibilités pour que les victimes puissent avoir un premier contact avec nous et notamment avec notre service, donc le service SOS. On a donc plusieurs missions, notamment l'équipe mobile et l'accueil de jour.
Donc l'accueil de jour, ce sont des permanences qui ont lieu, qui se déroulent donc dans nos locaux sur Amiens, à raison de 3 demi-journées par semaine. Donc les victimes, en tout cas, peuvent se présenter lors de ces créneaux de permanence qui sont sans rendez-vous, avec donc diverses demandes, voilà, par rapport à leur situation. Voilà, une sorte. On a également donc l'équipe mobile d'intervention, d'écoute et d'intervention. Donc ça, c'est un téléphone finalement qu'on a sur le service où les victimes peuvent nous contacter. Ce numéro est également à destination des professionnels qui accompagnent des victimes ou également des proches des victimes. Donc les victimes peuvent nous contacter sur ce téléphone, donc on est là pour les écouter, pouvoir les orienter donc soit sur nos permanences d'accueil de jour ou encore pouvoir venir donc à leur rencontre lorsque c'est pas possible pour les victimes de pouvoir se rendre sur nos permanences. Donc pour des raisons de sécurité, en tout cas pour la victime ainsi que pour nous en tant que professionnels, on n'ira pas au domicile de la victime. Pour autant, on va se rapprocher le plus possible de son domicile pour venir à sa rencontre et pouvoir l'aider au mieux. Voilà, donc pour ce faire, on va se mettre en lien notamment avec des partenaires pour pouvoir bénéficier d'un bureau et puis mettre une stratégie en place pour que la victime puisse venir à notre rencontre. Je vais passer la parole à Lynn parce qu'on a également donc le van pour la première approche des victimes. Oui, le van en voiture Nina Simone est également porté par l'association Agena au niveau départemental. Et donc c'est vrai que c'est un accueil de jour itinérant qui va à la rencontre des personnes, tout public confondu, pour principalement, c'est ce qu'on aime dire, principalement traquer les féminicides. Qui malheureusement, il y a encore une femme qui meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint, et des enfants également. Mais aussi, surtout, permettre dans la ruralité de pouvoir informer de tout ce qui existe sur la question de la protection des personnes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles sur le département de la Somme. Parce que si on parle de freins, en fait, si on essaye de réfléchir à quels sont les freins que rencontrent les femmes qui veulent venir vous rencontrer, la question de la mobilité, c'est tout à fait fondamental. Oui, c'est un des freins que l'on peut retrouver, d'où la mise en place donc de cette équipe mobile qui a vu le jour, en tout cas bien après les permanences d'accueil de jour, et d'où la mise en place également donc du van en van Nina Simone. Après, en termes de freins, en effet, donc il y a la mobilité, mais il y a d'autres freins, en tout cas dès que les victimes viennent à notre rencontre. Voilà, c'est un accueil inconditionnel, donc on ne sait pas à quel moment dans son cheminement la victime va se trouver. Si c'est une victime, par exemple, qui est encore sous le même toit que son conjoint violent, c'est assez rare qu'elle vienne à notre rencontre en nous disant « Bonjour, je suis victime de violences conjugales ». C'est davantage « J'ai des problèmes dans mon couple ». Et à partir de ce constat-là, voilà, on va lui dire « D'accord, qu'est-ce que c'est un problème pour vous ?» On essaye de déconstruire pour pouvoir amener la victime à cette première étape qui est importante, de conscientiser qu'elle est victime de violences conjugales. Et au moment où elle a pu conscientiser ça et qu'elle est victime de violences conjugales, on va pouvoir travailler davantage. Mais voilà, ça peut être un frein quand les victimes sont encore finalement dans un certain déni de ce qu'elles vivent au sein du domicile. Une fois que cette première étape est passée, malheureusement, on va aussi rencontrer d'autres freins. La victime va en rencontrer d'autres, puisque donc pour partir du domicile conjugal, elle va se dire qu'elle ne va pas y arriver pour des raisons financières, pour des raisons qu'elle n'a plus d'estime et de confiance en soi. Donc ça, ce sont des conséquences, bien entendu, des violences qu'elle a subies et qu'elle subit encore. Et puis également, voilà, si on arrive à mettre en sécurité une mise à l'abri, etc., la victime, ça peut être aussi compliqué à vivre pour la victime, toute cette perte d'habitude de se retrouver dans un hébergement, de devoir peut-être se mettre en arrêt de travail, de devoir, s'il y a des enfants, changer l'école des enfants, etc. Donc tout ça, ce sont des freins qui malheureusement, tout au long du parcours, vont être compliqués et qu'on va essayer de pallier. Ce sont de gros bouleversements, mais qui sont nécessaires, en fait, pour pouvoir... Mais forcément,
c'est pas sans conséquence en fait. Ouais, Donc c'est un donc- bouleversement de vie Ouais. total. Ouais, ma collègue a raison. Et du coup, souvent, les femmes, elles anticipent forcément tout ce qui va leur arriver. Et de fait, rien qu'à l'idée de devoir tout remettre à plat, c'est un frein en soi, en fait. Ouais, c'est sûr. Très bien. On va maintenant focus sur l'accompagnement des femmes enceintes ou avec enfants. Pouvez-vous m'expliquer quelles problématiques spécifiques rencontrent les femmes enceintes victimes de violences? Alors, c'est intéressant votre question parce qu'en effet, ça fait partie, dans le cadre de l'évaluation dont parlait ma collègue tout à l'heure et du diagnostic de l'état de violence, de quel type de violence les femmes peuvent être victimes. Ça fait partie des questions qu'on pose quand ont commencé les violences. Et bien souvent, elles nous disent en effet, c'est à la première grossesse. Voilà. Donc il se passe vraiment quelque chose de très particulier dans ce que nous, on considère comme étant peut-être la possession, peut-être. Alors après, mes collègues psychologues seront peut-être plus à même de pouvoir développer, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la femme, l'épouse, l'amante va devenir mère, le corps se transforme, ou elles ont d'autres préoccupations peut-être que typiquement leur conjoint, leur amoureux, leur mari, et tout d'un coup il y a un truc de « elles ne m'appartiennent plus qu'à moi toute seule ». Vous voyez ? Donc c'est vraiment, et à ce moment-là, il y a de la violence qui se met en place. Alors, quel type de violence particulière? Je pense que toute forme de violence, parce que ça peut être tout de suite des coups donnés directement sur le ventre en disant ce gosse-là, je ne le veux pas, c'est pas le mien, avec des insultes qui vont avec en disant où est-ce que tu l'as eu, et jusqu'à des insultes, des mises à la rue, etc. Mais aussi un mépris, mais aussi de la violence verbale, de la violence psychologique, et également tout d'un coup une violence économique qui se met en place, parce que forcément il y a des prestations sociales qui arrivent avec l'arrivée de l'enfant, ou un congé maternité qui fait, ou une baisse de salaire, ou la possibilité la contrainte qui font qu'elles ne peuvent pas travailler parce qu'enceinte ou parce que mère d'un tout jeune enfant, et tout d'un coup l'argent qui, de nouveau, est uniquement sous le joug du conjoint, du mari ou de l'auteur de violence, et donc c'est une violence économique, administrative. Donc c'est vaste, en fait, les violences dont peuvent être victimes les femmes. Oui. Ma question, c'était, je m'interrogeais sur savoir si forcément, dans l'accueil, l'hébergement qui va être mis en place pour les jeunes femmes, je pensais aux jeunes, Oui. notamment, puisque nous, on travaillait aussi avec un public jeune, lorsqu'elles arrivent chez vous et qu'elles sont enceintes, est-ce que c'est forcément... Il doit y avoir les deux conditions, le fait d'être enceinte et le fait d'être victime de violence. Non. Parce qu'elles peuvent très bien être enceintes, être en rupture familiale simplement, donc c'est une forme de violence sociale, familiale, mais pas sans qu'il y ait les coups, la notion de coup en fait. Exactement. Oui, il y a des jeunes filles qui sont victimes de violences de la part de leur conjoint, mais la plupart du temps, c'est des placements suite, parce que soit elles sont prises en charge à l'aide sociale à l'enfance et étant enceintes, en fait, le département le demande un placement chez nous, ou d'autres, c'est parce que c'est un rejet de la famille qui n'accepte pas des grossesses précoces. Et au contraire, je crois que mes collègues, j'en suis sûre même, mes collègues de la maison maternelle, donc qui est le service qui accompagne les jeunes filles mères, ont un accompagnement très rapproché sur la question de la parentalité, l'accompagnement des jeunes pères à prendre leur place, etc. Donc ça, il y a toute une réflexion justement autour de ça, quand elles ne sont pas victimes de violences, bien sûr. Oui. Donc en fait, par rapport aux besoins de l'enfant, ils sont pris en compte aussi, donc avec justement les services qui sont mis en place dans ces maisons, avec des auxiliaires péricultrices. Je pense qu'il y a tout un ensemble de professionnels qui font à la fois le lien social et de santé, en fait. Ouais, alors au niveau de la maison maternelle, en effet, c'est une équipe pluridisciplinaire. Ouais. Bon, même dans l'ensemble de l'association, on travaille beaucoup en pluridisciplinarité. Mais c'est une équipe pluridisciplinaire qui prend en charge, en effet, les soins, les soins de l'enfant au quotidien, mais également la question de la parentalité. Et puis, être parent, quand on a 13 ans, 14 ans ou 16 ans ou 20 ans, c'est pas la même chose. Ouais. Et donc, forcément, il y a tout le soutien à la poursuite des études, à la poursuite de la scolarité ou à la poursuite de leur vie d'adolescente, et pour être parent autrement, en tout cas. Et ça, c'est une réflexion qui est menée, en effet, au quotidien par les collègues. Après, nous, dans les autres services, donc, qui n'accompagnons pas des mineurs, il y a aussi, bien évidemment, la question de la parentalité, parce qu'on accueille des femmes
seul ou avec enfants, et bien souvent il y a quand même beaucoup d'enfants. Et donc il y a des liens qui sont faits avec tous les partenaires, hein, notamment, enfin moi j'ai pensé là, quand vous avez posé les questions sur la maison des premiers liens à l'UDAF qui a créé, là les 1000 premiers liens, c'est vraiment un espace pour aider les parents dans les premiers instants. Il y a aussi la PMI, bien évidemment, l'aide sociale à l'enfance, et des ateliers à la parentalité qui sont aussi mis en place par nos collègues, travailleurs sociaux dans les différents services de l'association. Et puis on a également un service qui s'appelle l'espace rencontre pour justement permettre de soutenir la parentalité dans les cas de séparation. Hein, c'est-à-dire quand les parents sont séparés, il faut quand même que, quand ça se passe bien, hein, quand il n'y a pas de violence, que l'un et l'autre parent puissent revoir l'enfant. Donc il y a des espaces qui sont dits sécurisés, où il y a une médiation qui est mise en place pour permettre à chacun des deux parents soit de rencontrer l'enfant, soit de faire des passations de bras. Ces partenaires-là que vous citez, il y en a certains que je ne connais pas forcément, parce que c'est très spécifique à la problématique. Ils sont situés surtout sur Amiens. Alors, la PMI, non. La protection PMI, maternelle PMI, infantile, non. Et la maison des premiers liens de l'UDAF, qui est un exemple, qui est un espace, ça c'est sur Amiens. C'est sur Amiens. Ouais. Ok. C'est les 1000 premiers jours, mais c'est pas forcément lié qu'aux personnes qui sont victimes de violences, c'est ouvert à toutes et tous. C'est l'accès au droit commun, voilà. D'accord. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye quand nous, on accompagne les personnes. L'orientation, c'est ça, c'est le droit commun. Très bien. On va parler un petit peu de toutes les solutions d'hébergement et de logement qui sont mises en place avec Agena. Est-ce que vous pouvez nous citer les dispositifs que propose l'association, s'il y en a d'autres, bien sûr, que les... On a effectivement déjà parlé donc de la maison maternelle. Il y a également le service LAMI. Il y a le centre d'hébergement de réinsertion sociale, l'hébergement d'urgence. Et il y a également finalement des dispositifs de logement adapté. Donc il y a la pension de famille et l'intermédiation locative. Nous, sur le service SOS, c'est vrai qu'on travaille davantage avec l'hébergement d'urgence. Il se peut qu'on accompagne des personnes, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui vont venir sur nos permanences et que l'on va orienter vers l'hébergement d'urgence. Donc pour ce faire, on va se mettre en lien donc, avec nos collègues de l'hébergement suite à notre entretien, et puis pouvoir faire un lien en tout cas avec le 115, puisque la porte d'entrée de l'hébergement d'urgence est forcément donc le 115. Voilà. Donc la personne, elle décroche, ou c'est vous qui décrochez le 115, qui faites le 115 pour la personne que vous accompagnez, ou elle fait aussi le 115 et par exemple elle peut être envoyée vers vous pour qu'il y ait des passerelles? Alors, tout dépend des situations. Si c'est des personnes que l'on rencontre lors de nos permanences, on va contacter le 115 avec la personne. Il se peut que le 115 nous demande de recontacter dans la journée, ce qu'on va faire avec la personne, si elle est encore sous notre toit ou pas, par ailleurs. Si c'est vraiment... une entrée, un accueil dès ce jour, en tout cas on va faire le lien pour la personne. Sinon il se peut en effet que le 115 demande à la personne directement de recontacter dans le droit commun, j'ai envie de dire. Vous devez sûrement avoir des statistiques. C'est quoi la durée moyenne d'une personne qui passe par un hébergement d'urgence? Combien de temps, en fait, même légalement, on peut rester dans un hébergement d'urgence? Alors, les lois ont évolué en matière d'hébergement d'urgence. C'est une moyenne de 3 mois à peu près entre les personnes qui viennent juste une nuit, parce qu'il y a des mises à l'abri, et d'autres qui restent. Et donc, il y a des demandes qui sont faites de 6 mois renouvelables. Donc, les personnes peuvent rester jusqu'à 1 an et demi, suivant les situations. Et des fois, quand il y a des situations de très grand danger, où les victimes sont hébergées en hébergement d'urgence et ont également des dispositifs de protection, des fois les hébergements peuvent durer. Mais c'est une moyenne de 3 à 4 mois, avant l'accès au logement autonome. Oui. D'accord, donc on va donc désormais parler de l'accompagnement social et juridique. Donc, du coup, on voudrait savoir quel type d'accompagnement sont proposés après la mise à l'abri. Justement, quand ces personnes vont sortir en fait de l'hébergement d'urgence, comment vous accompagnez aussi la sortie et comment... Alors, quand les personnes vont sortir de l'hébergement d'urgence, c'est-à-dire comment on va les accompagner, c'est l'accès au logement. D'accord ? Donc, soit l'accès au logement autonome, à savoir dans le droit commun, donc auprès des bailleurs publics du département,
soit l'accès à un logement d'insertion, à savoir, comme disait ma collègue, un CHRS ou une intermédiation locative, qui sont en fait des dispositifs d'hébergement et de logement temporaire. Voilà, donc dans le cadre du SIAO, du service intégré d'accueil et d'orientation. D'accord ? Donc ça se prépare en fait, en remettant, quand les personnes, c'est l'évaluation en fait de l'accompagnement qui va faire qu'on va les orienter vers tel ou tel dispositif. Soit elles sont autonomes administrativement, financièrement, psychiquement, et dans ce cas-là, on va le plus rapidement possible pousser vers une autonomie, en tout cas du logement. Ouais. Et soit elles ont un besoin, au contraire, de pouvoir être encore contenues et soutenues, accompagnées, et donc on va évaluer l'orientation en rapport avec les besoins repérés. Ouais. Ça, c'est pour que quand on est en hébergement. D'accord ? Mais après, des fois, il n'y a pas d'hébergement. Voilà. Et s'il n'y a pas d'hébergement ? Et justement, s'il n'y a pas d'hébergement, donc ça peut être avant, pendant ou après la mise à l'abri, ou alors il n'y en a pas eu du tout. On a donc d'autres missions donc, de protection des victimes qui sont notamment en lien donc, avec les services de la justice. On a notamment le téléphone grave danger et le bracelet anti-rapprochement, donc qui sont des dispositifs de protection spécifiques à destination des victimes de violences conjugales. Donc on accompagne donc, des bénéficiaires donc, du téléphone grave danger, qui est un dispositif de téléprotection avec une alerte qui permet que l'alerte soit prise en charge de manière prioritaire en situation de grand danger. Voilà. Donc la personne va déclencher cette alerte sur ce téléphone, ce qui va permettre sa géolocalisation et une arrivée des forces de l'ordre assez rapidement. Le bracelet anti-rapprochement est aussi en lien avec la justice. Donc l'auteur des faits de violence a de son côté un bracelet et la victime de son côté un téléphone où elle est géolocalisée en permanence. Si l'auteur rentre dans une certaine zone, il sera interpellé et la victime, elle, son téléphone sonne pour qu'elle puisse se mettre en sécurité de manière rapide. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se mettre en place, peu importe, j'ai envie de dire, le moment de la protection de la victime, donc qu'elle soit en logement autonome, en hébergement d'urgence. En tout cas, il y a déjà une séparation qui est bien entendu effective et des décisions de justice qui ont déjà été mises en place pour sécuriser la victime au mieux. Mais pour autant, c'est que l'auteur des faits, malgré la séparation, va continuer finalement ses actes de violence envers son ex-compagne. Voilà. C'est fréquent l'utilisation des bracelets anti-rapprochement comme ça ? On constate de plus en plus ou c'est encore pas assez finalement mis en place ? Alors, il y en a très peu sur le département. Pour le moment, nous sommes à 3 bénéficiaires sur le département. Voilà. D'accord. Forcément, l'AGENA, c'est une association qui travaille pas seule, donc elle a un réseau de partenaires. On en a déjà évoqué quelques-uns. Est-ce que finalement vous pouvez développer un petit peu sur cette partie pour montrer à quel point, puisque on l'a vu dans le réseau VIF notamment, il y a beaucoup d'acteurs qui se rencontrent et on a fait une série de podcasts déjà, on en a contacté quelques-uns, nous parler aussi de vos différents partenaires à vous. Alors c'est vrai qu'AGENA fait partie donc depuis le début de la mise en œuvre et de la vitalité, si je peux me permettre, du réseau d'acteurs du réseau VIF sur le département de la Somme. Et donc nos principaux partenaires, je pourrais dire, c'est je pense les têtes de réseau, à savoir donc le CIDFF, la maison et la maison des familles sur Montdidier, et puis après d'autres membres tels que la justice, les forces de l'ordre, mais ma collègue détaillera plus en amont. On peut aussi parler des institutions, telles que les services hospitaliers et puis les services de soins, des services de soins divers et variés, autant en psychiatrie qu'en addicto, mais également aussi tout ce qui est service du département, donc de l'ASE, le service administratif, le Pôle emploi, qui est également aussi membre, et les missions locales. C'est-à-dire qu'en fait, le réseau est un réseau très vaste de partenaires extrêmement divers. Et chaque problématique, chaque victime étant en fait unique dans son besoin et sa spécificité, on ne va pas forcément toujours orienter vers la même partenaire. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est la connaissance et l'interconnaissance qu'il y a entre les différents partenaires et notre capacité à travailler ensemble. Ça, c'est ce que permet en fait le réseau d'acteurs pour être le plus efficient possible et le plus pertinent dans les orientations qu'on va mettre en place. Donc, je me dis, voilà, on a
la mise en place de ces réunions réseau, de ces matinales qui sont proposées, ça permet également de ne pas rencontrer trop de difficultés parce que on se connaît en fait. Et je pense que c'est beaucoup plus rassurant et sécurisant pour une victime d'être orientée vers des partenaires dont on connaît le nom, dont on connaît le lieu d'intervention, les missions particulières, et notamment quand il s'agit de la justice en fait ou des forces de l'ordre. Du coup, je vais laisser la parole à ma collègue. Ouais. Et effectivement, au regard de nos diverses missions qui sont en lien donc avec la justice, comme j'en ai parlé juste avant un tout petit peu, nous sommes en lien quotidien avec les services de justice et notamment le parquet d'Amiens sur la section mineurs-familles, également certains juges d'application des peines. Et en fait, dans ce cadre-là, au regard de toutes les victimes de violences conjugales que nous accompagnons, il y a donc la mise en place depuis, je crois, le mois d'octobre 2021, il y a eu la création de ce qu'on appelle des COPIL vifs, donc des comités de pilotage violences intrafamiliales qui sont mis en place donc avec tous les acteurs qui gravitent autour des situations, donc des victimes mais également des auteurs. Donc on se retrouve une fois par mois au tribunal d'Amiens avec donc des services du parquet, des juges d'application des peines. Il y a donc des forces de l'ordre, du pôle vif, du coup du commissariat, mais également des gendarmes de la maison de protection des familles. On a également l'association AEM qui est en charge des contrôles judiciaires, donc des mises en cause. Il y a les services du SPIP, et il y a bien entendu donc les autres associations d'aide aux victimes telles que le CIDFF et France Victimes également qui sont présents. Enfin voilà, en tout cas, ces instances durent une demi-journée par mois, ce qui permet de pouvoir parler des situations qu'on peut avoir en commun pour essayer justement d'aider et d'accompagner, toujours dans le même but, la victime au mieux. Ouais. Finalement, est-ce que vous avez, malgré ce dispositif qui est important de coordination, encore des difficultés que vous pouvez soulever ou pas ? Le nombre peut-être d'affaires, parce que je pense que malheureusement, la justice, elle croule un peu sous les dossiers. Ouais, c'est peut-être la quantité. La difficulté, ça serait peut-être de pouvoir proposer une réponse immédiate dans l'instantanéité avec laquelle la victime, elle se projette peut-être. Et de nous, de connaître aussi, vous savez, toute l'immensité en fait des acteurs et tout le temps long de la justice, peut-être, parce que c'est un autre temps. Mais bon, après, nous, on a des outils aussi pour justement accompagner les victimes dans ce cadre-là. Mais j'ai pas le sentiment qu'on a une difficulté, en tout cas, nous, dans le cadre du réseau. Alors, peut-être qu'à l'intérieur de la justice, il y a une difficulté de coordination, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un manque de moyens dans la justice. Je pense. Pour avoir entendu le procureur hier. Je pense qu'il y a un grand... Ouais, tout à fait, même beaucoup manque de magistrats. Et donc, ils ne peuvent pas faire... Ils traitent, je crois, 11 000 affaires par an. Ouais, 11 ou 12 000 affaires. Oui, non, c'est énorme, mais pas suffisamment. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, nous, en tout cas, la question de la coordination, pour reprendre votre question, grâce au réseau, ça fluidifie, en fait. Par rapport, j'ai commencé à 16 ans, on n'était pas à cet état de lien. Ouais. Mais c'est bien, c'est une belle... Nous allons désormais passer sur les difficultés et les enjeux. Donc, selon vous, quels besoins restent insuffisamment couverts ? Alors, justement, on en avait discuté un petit peu ensemble. On pense... C'est en lien aussi avec le réseau et les acteurs autour de la victime. Un des acteurs que je n'ai pas nommé, c'est l'Éducation nationale, qui est quand même un acteur incontournable et avec lequel on travaille. Mais également, c'est la question de la violence faite aux enfants en général. Alors nous, on est spécialisés dans la question des violences sexistes et sexuelles. Et on est persuadé, alors notamment avec notre dispositif itinérant, parce qu'on va à la rencontre de beaucoup de jeunes, autant dans les établissements scolaires qu'en milieu rural. Et il y a toute cette question-là, et pour l'instant, pas encore suffisamment couvert au niveau national. Après, nous, au niveau de l'association, on a plein de projets. On a une volonté, en effet, toujours très active, de pouvoir apporter la protection au plus près des personnes qui sont victimes. Mais maintenant,
il faut des sous. Mais c'est vrai que les statistiques, elles sont un peu effrayantes. Au Oui, niveau des 160 violences. 000 enfants par an, et ça, c'est des chiffres qui ont été relevés par la Civis en 2023. Et il faut savoir que on est en 2026, et voilà, là, il y a 70 000 dossiers qui n'ont pas encore été jugés, et je pense que c'est pas du tout par manque de volonté, mais tout simplement, comme vous disiez tout à l'heure, parce que, voilà, il y a des demandes dans tous les sens, en fait. Et puis parfois des affaires qui sortent. Enfin, moi, je pense notamment au problème d'encadrement dans les écoles maternelles. Par exemple. Ça, voilà, je pense que les parents ont des craintes aujourd'hui. Ben oui, la libération de la parole, en fait, après MeToo, je pense qu'il y a eu quelque chose dont toutes les associations d'aide aux victimes se sont saisies, parce que voilà, nous, c'est notre travail au quotidien, d'aller écouter les personnes et de leur permettre de pouvoir obtenir réparation. Et maintenant, il faut que ça suive. Les victimes et les enfants parlent. On les entend maintenant, il faut pouvoir et les écouter et leur proposer une protection, quoi. Si on revient, avant de parler de vos réussites, juste les obstacles que rencontrent les femmes pour sortir durablement des violences, est-ce que vous avez pu les identifier ? Alors, on a déjà parlé tout à l'heure de quelques freins, finalement, qui viennent constituer des obstacles donc pour les femmes pour sortir durablement des violences, donc tout cet aspect financier, etc., dont on a parlé tout à l'heure. Pour autant, dans la prise en charge et l'accompagnement, ce qu'on se rencontre aussi, c'est la complexité des démarches administratives et judiciaires, et pour reprendre les termes de ma collègue, le temps long de la justice. Ce qui, dans le cadre des accompagnements, ça peut être un petit peu compliqué, de toujours porter, j'ai envie de dire, la victime qui trouve le temps extrêmement long, qui a du mal aussi à sortir un petit peu la tête de l'eau avec cette reconnaissance finalement de la part de la justice qui peut manifestement être longue. Mais comme on en a parlé juste avant, bien entendu, il y a tellement de dossiers, Oui. ça explique en tout cas le temps long. Alors on va regarder si vous travaillez autant, c'est parce que forcément il y a des belles réussites, et donc on aimerait bien quelques exemples concrets de choses qui vous ont marqué dans ce que vous avez pu faire au sein de cette association. Il y a plein de choses. Oui, justement, Et je pense que les victimes seraient à même les femmes que nous avons accompagnées seraient peut-être plus à même d'en parler. Mais la question, c'est surtout, pour faire le lien avec ce que disait ma collègue, c'est aussi tout le travail qu'on pourrait faire sur la reconnaissance et la reconstruction des personnes, parce qu'il y a aussi l'estime de soi, toutes ces questions-là sur l'identité de ces femmes et de ces mères en tant qu'elles-mêmes, en fait, ne pas être juste un objet, mais redevenir un sujet à part entier. Donc ça, c'est tout un travail qu'on fait au quotidien dans l'accompagnement. Ça fait partie quand même d'une réussite d'être reconnue comme ayant été dans le parcours d'une Bien femme. sûr. Et ça, c'est par exemple grâce au VAN. Le VAN, c'est aussi une réussite qui nous marque, de se dire des femmes qu'on rencontre sur le territoire et qui nous disent mais toutes les femmes passent par Agena. Par exemple, c'est malheureux, mais en même temps, nous, ça nous a fait sourire de dire c'est-à-dire que dans le parcours d'une femme sur le département, elles savent que si à un moment donné il y a quelque chose, il y a Agena qui est là, et ça c'est quand même une réussite. Donc ce dispositif et l'existence de l'association en soi. Et effectivement, quand on a une bénéficiaire du téléphone grave danger qui va nous restituer donc le dispositif, puisque ça reste un dispositif qui appartient à l'État, mais en tout cas, quand elle nous le restitue, ça fait toujours plaisir, et puis on prend ça comme une réussite de voir ce qu'elle était au début de l'attribution et ce qu'elle est à la fin de l'attribution, avec justement cette reprise de confiance en elle que ce dispositif a pu lui servir, lui redonner, etc. Et c'est vrai que ça fait toujours du bien, en tout cas, de se rendre compte que ces dispositifs-là et l'accompagnement qui va avec, en tout cas, peut être... Sentir qu'elles sont pas seules, en fait, qui peut être perspicace, en fait. Tout à fait. Ouais, il y a aussi l'espace rencontre, je me dis, parce que c'est un des derniers espaces qui est en fait l'espace rencontre dont je vous disais, le lieu où il y a de la médiation, entre les parents, etc. Et ça, c'est vraiment un service qui est né d'un besoin constaté, parce que il y avait pas assez de place, et quand les mères devaient présenter leur enfant, en fait, il y avait pas de lieu, il y avait des temps d'attente, et donc il y avait une pression de la part des pères. Et puis il y avait aussi le besoin d'être dans une association avec
voilà, une connaissance aussi de l'enjeu des violences conjugales et de l'enjeu de l'enfant comme objet, en fait, de mainmise sur la question de la violence. Et donc ça, c'est aussi une réussite, l'espace rencontre. Enfin, moi, je pense à mes collègues qui sont là-dedans. Je suis très contente que ce projet ait pu voir le jour. En fait, ça fait partie des différents projets qui ont pu être développés. J'ai une question qui me vient comme ça, là, tout de suite. C'est vos sources de financement, en fait, parce que pour pouvoir développer des projets, c'est quand même le nerf de la guerre dans tous les domaines, en fait. Comment... Enfin, je suppose que vous répondez à des appels à projets, que vous êtes sollicité, Exactement. ou vous avez peut-être des fonds aussi. Alors, il y a certains dispositifs qui ont des fonds constants, Oui. Les dispositifs d'hébergement, etc. Mais tous les dispositifs Innovants, ça, c'est au petit bonheur la chance. ouais. Et donc, en effet, ça... Alors, Faut aller convaincre. il faut les convaincre. Du coup, forcément, ça insécurise les services. Mhm. Et nous, on tente quand même de rassurer les bénéficiaires en leur disant qu'on existe, tout en sachant, Et puis, c'est des puzzles de financement, des petits bouts de financement par-ci, par-là. Les difficultés, c'est la pérennisation, en fait, Exactement. parce que le début, le lancement, fait. on est souvent accompagné. Exactement. Et après... Et je pense que ça, c'est pour comme toutes les structures. Ouais. structures. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez des projets, je crois notamment concernant la petite enfance, l'accompagnement des enfants? C'est Oui, ça alors vous ça, avez on a- évoqué, c'est on une a- piste, mais... Oui, c'est une piste. Alors voilà, pour l'instant, ça Ouais. reste, c'est un besoin profond et fondamental de pouvoir maintenant accompagner des enfants qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Mais c'est surtout, on a des projets de développement qui émergent. Oui, parce que la CAF, qui est quand même un incontournable partenaire, dont on n'a pas nommé, mais qui, pour le coup, depuis le début, nous accompagne dans toutes les démarches, quelles qu'elles soient, avec qui on est vraiment en étroite relation, notamment ne serait-ce que dans l'aide financière. Vous savez, la VVC qui existe maintenant au niveau national, dans la Somme, bien avant le national, la CAF de la Somme avait déjà pris cette initiative, en fait, de débloquer des fonds financiers d'aide aux victimes. Et maintenant, la CAF nous soutient également dans le développement des groupes de parole. Parce qu'au niveau de l'association Agena, on a des cafés-discussions, donc qui sont des temps de rencontre entre les femmes, et aussi des groupes de parole. Et donc, les groupes de parole, ça, c'est aussi une des réussites, je pense, qu'on a au niveau de l'association et qui fonctionne énormément. Et on aimerait bien sûr, que ces groupes de parole puissent être développés plus avant, et pourquoi pas des groupes de parole pour enfants. Des idées, on en a à l'appel. C'est une bonne chose. On arrive à la fin de cette interview, on a fait un petit peu le tour de tout. Souhaitez-vous ajouter un élément important qui n'a pas été abordé? Question, par exemple, dont on n'a pas trop fait état, mais auprès desquelles l'association est investie, c'est aussi l'accompagnement des auteurs de violences conjugales, notamment via les CPCA, les centres de prise en charge d'auteurs, en partenariat avec l'AEM et le parquet. Et la question, c'est surtout lutter contre les violences sexistes et sexuelles, lutter contre les violences conjugales, lutter contre les violences intrafamiliales. C'est aussi avoir une pensée un peu globale, en fait, de la question des violences, une pensée systémique. Et donc, forcément, il faut s'attaquer à l'ensemble du problème. Et donc, la question de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, dans laquelle nous, avec le dispositif itinérant à la prévention, le service de prévention en voiture Nina Simone, on est très investis sur le service SOS, parce que c'est justement accompagner les auteurs. Une fois que les violences ont été commises, c'est une chose, et c'est ce qu'on fait, mais ce qui est très important, c'est prévenir les violences, pour dire que en fait, peut-être qu'il y a une autre façon d'exprimer son désaccord, et une autre façon d'exprimer sa tristesse ou les violences subies, que le passage à l'acte violent, agressif, meurtrier, criminel. En effet, et du coup, c'est un combat quotidien. Je te rejoins complètement sur le fait de devoir continuer la prévention, l'éducation, et je pense que la formation et la sensibilisation de chaque professionnel, en tout cas de manière nationale, mais aussi de chaque citoyen finalement, reste très très important. C'est une problématique qui reste un enjeu sociétal, malheureusement, encore à ce jour. Et il faut continuer, en tout cas, cette lutte et cette sensibilisation auprès de tous. Ouais. J'avais aussi envie de rajouter, il y a un autre sujet qui prend aussi à l'intérieur, c'est la question de la lutte contre la prostitution.
Parce qu'en fait, les violences sexistes et sexuelles, ça prend aussi part donc, dans la violence intrafamiliale et conjugale. Ça, c'est le cœur de notre métier. Mais on se rend compte, à force de rencontrer des publics, qu'au final, il y a des ramifications qui existent sur la question des violences. Et depuis l'année dernière, il y a un accueil de jour pour les personnes qui sont victimes de la prostitution, parce qu'il y a aussi des violences prostitutionnelles au sein même des couples, mais aussi en dehors, notamment dans l'adolescence aussi. Et donc ça fait partie aussi des luttes contre les violences faites aux femmes, et dans laquelle nous on est engagés, et on fait de la sensibilisation pour les professionnels qui interviennent auprès des jeunes, et des moins jeunes, mais en tout cas auprès des publics, et pour justement informer tout un chacun sur la question des violences sexistes et sexuelles, parce que c'est un vaste sujet. Voilà, je rejoins ma copine. Et donc finalement, si une structure souhaite former son personnel, elle prend son téléphone, elle appelle au site principal et Tout à fait. voilà, elle dit voilà, j'aimerais bien faire une action de sensibilisation. Exactement, de sensibilisation autant sur la question des violences conjugales intrafamiliales que la question des violences sexistes et sexuelles en particulier. Voilà. Ouais. Au contraire, on ne sera pas avare. Et pour toutes les personnes et les professionnels, bien sûr, donc qui seraient avides de nous rencontrer, voire pour obtenir une sensibilisation ou même pour être protégés et surtout pour pouvoir accéder à un accompagnement spécialisé, n'hésitez pas à nous contacter au 03 22 52 09 52. Donc 03 22 52 09 52, le numéro de notre équipe mobile du service SOS Violence Vie Privée. C'est bien, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce que l'association peut proposer, de son travail. On voit que c'est très très riche. On aimerait conclure sur une note, un petit message en fait que vous pourriez adresser sur le sujet. Voilà, quelque chose qui pourrait rester. Si vous aviez en une phrase peut-être quelque chose à dire, qu'est-ce que ce serait ? Quel message vous souhaiteriez transmettre ? Déjà, la conviction que nous sommes au bon endroit, voilà, et dans notre travail. Et malheureusement, la réalité nous montre, et le quotidien nous montre qu'il y a encore tellement de choses à faire. Et puis, deuxième chose, c'est notamment que nous, on a une motivation et une force de travail, et on a énormément de gratitude envers toutes les victimes qu'on accompagne, et toutes ces femmes et ces enfants. Parce qu'en fait, c'est vraiment grâce à leur force, grâce à leur détermination, grâce à leur volonté d'exister et d'être reconnus que nous, en fait, on arrive à travailler. Sans elles, en fait, on ne serait pas grand-chose. Donc, on a de la gratitude pour elles. Il faut donc qu'on continue notre combat quotidien au sein de l'association. Eh ben, en tout cas, Lynn et Florie, on vous remercie d'être venus ce matin échanger avec nous sur le sujet. Merci à Terry également. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, voilà, on va publier ce beau podcast pour donner envie aux gens de vous découvrir et puis aussi aux femmes qui pourraient être victimes de pouvoir voir qu'elles pourront être accompagnées correctement sur le territoire. Merci à vous. Ouais. Merci. Au revoir.